Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Avant de commencer, je souhaite vous remercier, vous les auditeurs. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et les retours que vous me faites sont hyper encourageants, donc merci. Pour ceux qui écoutent via Apple Podcast, merci de le noter 5 étoiles, c'est la meilleure façon de l'aider. Voilà, donc revenons à aujourd'hui où j'ai le grand plaisir de recevoir Marc Adamovich, entre autres fondateur d'HappyView, le premier opticien 100% en ligne qu'il a lancé en 2009. Bonjour Marc, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, je te remercie pour ton invitation. J'ai 52 ans, j'ai fondé HappyView en 2009 et avant cela, j'ai eu une vie professionnelle mixée entre du marketing et du conseil à l'organisation. J'ai dirigé, développé HappyView pendant 10 ans. Je me suis arrêté il y a un an à peu près, après avoir cédé l'entreprise au groupe Afflelou. Et depuis, je fais 2 activités principalement. Je fais du conseil auprès de jeunes entrepreneurs du digital. Voilà, je les aide à passer les étapes clés dans des entreprises en forte croissance. Et par ailleurs, je fais de l'investissement, notamment à travers une structure qui s'appelle Side Capital, dont je suis un des partenaires. Ok, génial, c'est très clair. Mais alors, avant qu'on aille dans le détail de tout ça, tu as fait quoi comme type d'études ? Tu as un profil ingénieur, un profil commercial J'ai fait des études d'économie et de droit. Je pensais devenir avocat à l'issue de ces études de droit. Puis j'ai embrayé sur une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Et à l'issue de l'ESSEC, j'ai découvert le marketing. Ça m'a vraiment donné le virus. J'avais fait un stage chez Danone. Et les 8 premières années de ma vie, j'ai vraiment fait du marketing traditionnel. Alors le digital n'existait pas à l'époque. J'ai d'abord bossé dans le chocolat dans une entreprise qui s'appelle Jeuf de Bruges. J'avais été embauché par Philippe Jambon, qui est le monsieur qui avait créé cette boîte. Et j'étais son monsieur marketing, voilà, donc je m'occupais de la Donc tu as fait la promotion des chocolats, parce qu'aujourd'hui Jeuf de Bruges c'est quand même une marque, une enseigne qui est connue, qui est active. Oui. On sent quand on rentre dans un magasin Jeuf de Bruges que les choses sont pensées, le packaging est pensé, la mise en scène est pensée, donc le marketing c'est quelque chose d'important là, dans cette marque. J'ai vraiment appris le marketing avec Philippe Jambon. Il me disait toujours, il faut que tu considères qu'en fait, chacune de nos boutiques, on joue à la marchande. Et donc, chacun des clients qui pousse la porte est extrêmement important. Il faut que voilà, on s'en occupe de manière absolument parfaite. Et on lui vend du rêve. On ne lui vend pas juste du chocolat, on lui vend tout ce qui va autour. Donc, j'avais beaucoup bossé sur les magasins, sur les vitrines, le packaging. On avait fait de gros efforts sur le packaging. Je m'occupais aussi de la com. Ma petite victoire dans cette boîte, c'est qu'on avait fait la première campagne télé qui avait extrêmement bien marché. On était parti d'une idée assez marrante que nous avait proposée une agence de pub. On avait loué le Casino de Paris, pris une jeune actrice, on l'avait habillée comme Zizi Jeanmaire, et j'avais été, avec Philippe Jambon, négocier les droits de la chanson Mon truc en plume. Et donc, tu voyais une fille avec un ballotin de chocolat descendre le grand escalier du Casino de Paris sur l'air de Mon truc en plume. Et c'était assez basique. En plus, le spot durait, je crois, 12 secondes. Mais cette musique était tellement connue à l'époque, était restée dans la mémoire collective, qu'on a eu un impact dingue. Et je me souviens qu'une agence d'études était venue nous voir parce qu'on avait vraiment eu des scores incroyables avec cette pub, avec très peu de diffusion et un spot très court. C'est une boîte qui avait quelle taille à peu près à ce moment-là ? Quand je suis rentré, c'était en 93. Alors, il devait déjà y avoir 40, 50, 60 c'était magasins. déjà une belle, c'était une belle déjà PME. Une belle PME. Une belle PME. Là tu apprends tes bases dans le marketing. Oui, tout à fait. Je les ai quittés au bout de 3 ans. Il devait y avoir 100 magasins. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être plutôt autour de 200 magasins, parce qu'ils sont vraiment partout en France. C'est une boîte qui s'est développée par la franchise. Donc, j'ai également appris à gérer un réseau de commerçants
à travers un système de franchise très intéressant parce qu'en fait, tu n'es qu'en séduction, c'est-à-dire que tu vas voir des commerçants qui sont des indépendants et tu es obligé juste de les convaincre que ce que tu veux leur proposer est génial. Donc tu fais tes gammes de commercial. Exactement. C'est vraiment un job de commercial parce qu'en fait, en face, ils sont libres de choisir ou pas ce que tu leur proposes. Et comme tu gères un réseau national, évidemment, tu souhaites que quand tu lances une promo, une opération, que quasiment 100% de tes points de vente suivent. Voilà, donc quand tu as les 3/4 de tes points de vente qui suivent une opération, tu es le roi du rock. Si c'est moins, c'est compliqué. Voilà. Donc là, tu restes chez GF de Bruges à peu près 3 ans. Oui. Ensuite, si je m'en réfère à ton profil sur LinkedIn, tu passes chez Chris, c'est ça? Tu fais quoi chez Chris? Chez Chris, je vais faire la même chose que chez GF de Bruges, mais chez GF de Bruges, j'avais un budget, je ne sais pas, c'était à l'époque peut-être, 1 ou 2 millions de francs de l'époque. Chez Chris, je me retrouve avec un budget, c'était plus de 3 millions d'euros, donc c'était 20 millions de francs. Ou 30 millions de francs, je ne sais plus. Mais c'était vraiment pour moi un très très gros budget. C'est-à-dire je fais la même chose dans un réseau plus grand avec un budget vraiment conséquent. Donc là, ils ont acheté ton expertise, retail, franchise, réseau, c'est ça? Voilà. Que tu as développé chez GF de Bruges. Exactement. Ce qui les intéressait, c'était quelqu'un qui sait animer un réseau, qui va développer des opérations marketing malines, gérer... tous les grands supports médias, la télé, la radio, la presse, etc. Donc là, tu as une première expérience chez un opticien. Oui, tout à fait. On va voir sur les expériences qui vont suivre, mais est-ce que ça a eu un impact de façon rétrospective sur le choix de développer HappyView? Oui, bien sûr, puisque quand j'ai décidé de développer HappyView, en fait, à un moment donné, je vais te raconter brièvement l'histoire. C'est-à-dire qu'après Chris, je fais 8 ans de conseil à l'organisation. J'apprends d'autres choses à la fois chez Arthur Andersen et chez Capgemini. J'apprends à gérer un grand compte, des banques, le groupe La Poste, des gros industriels. Tu apprends à faire des ventes à plusieurs millions d'euros auprès d'un patron d'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement formateur. Tu fais du conseil Conseil en organisation. En organisation. Tu apprends à gérer des équipes qui étaient déjà pour moi des équipes mixtes avec des informaticiens. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement? Parce que là, tu étais quand même dans l'opérationnel pur et dur. Chez Jeff de Bruges et chez Chris. Là, après, tu passes chez Arthur Andersen. Je remercie ma femme Isabelle et je la remercie tous les jours. Mais un jour, elle me dit ce que je fais, moi, c'est extraordinaire. Elle faisait du conseil à l'organisation à l'époque. Et puis, moi, je connaissais que le marketing. Et le hasard fait qu'un jour, je suis contacté par Arthur Andersen pour un entretien d'embauche. Donc voilà, j'ai été et ma femme m'avait tellement bien expliqué, vendu que le conseil c'était merveilleux, j'ai plongé dans le conseil. C'est une très belle expérience, je la regrette absolument pas. Qu'est-ce que tu as appris? Je suis content d'en être sorti au bout de 8 ans parce que au bout de 8 ans, tu as envie de remettre les mains dedans, c'est-à-dire que tu en as un peu assez d'être en face de gens à qui tu expliques ce qu'il faut faire, mais tu fais pas. Parfois font, ne font pas, et toi tu fais pas. Voilà, et ça a été ma frustration. C'est ce que m'a dit, mais mot pour mot, Thibaut Moula-Dujardin de The Agent, qui a fait un chemin assez identique au tien en étant passé par lui, je crois, il était chez KPMG, enfin je me souviens plus, mais dans un cabinet de conseil, et ce qui l'a motivé, c'était d'aller concrètement faire. C'est pour ça qu'il en est parti. Donc, tu apprends, j'imagine, quand même une façon de réfléchir dans ces cabinets de conseil, une façon de travailler qui te permet de passer chez un nouvel employeur, là, pour le coup, très opérationnel, puisque tu prends un poste de directeur des opérations chez Culligan. Oui, tout à fait. Culligan, c'est une boîte américaine. C'est un industriel qui fait du traitement de l'eau. Je fais la rencontre du président de la filiale française qui me dit « Je cherche mon directeur général parce que moi, dans 3 ans, je pars à la retraite et donc je veux quelqu'un qui me succédera. » On se met d'accord, je rentre dans la boîte et en fait, je sortais du métier du conseil où je pensais que je savais tout faire.
C'est un peu naïf, mais voilà, c'était mon état d'esprit de l'époque parce que j'avais travaillé avec des clients tellement différents, j'avais vu des secteurs d'activité tellement variés, sur des problématiques tellement variées que je me suis dit, bon, je peux tout faire, tout traiter. Ouais, d'abord, c'est pas vrai, mais surtout, j'avais négligé une chose, c'est que je me suis retrouvé dans un milieu industriel qui m'a pas du tout plu, avec à l'époque un actionnaire qui est un énorme fonds, un VC américain, qui traite les choses depuis New York avec beaucoup, beaucoup de distance. Et un jour, je reçois un coup de fil. On me dit, voilà, les résultats à la bourse de New York, là, le prochain trimestre, ça ne va pas être bon. Donc, on t'avait demandé de développer toute une activité. Là, il faut que demain, tu aies licencié tout le monde. Voilà, parce qu'on veut montrer des comptes propres là, pour la semaine prochaine, pour la bourse. Et là, je leur ai dit non. Ils me disent comment ça, non? Je leur ai dit écoutez, d'abord, on est en France, en Europe, il y a des législations, donc je ne peux pas licencier comme ça les gens du jour au lendemain, on n'est pas aux États-Unis. Donc, toujours dans leur naïveté et leur différence culturelle, ils me disent non, mais c'est pas grave, Marc, tu les licencies la semaine prochaine, on fera l'annonce 15 jours plus tard. Et je leur ai expliqué que non, c'était pas possible. Ouais, il y a des délais un peu longs. On s'est un peu fâchés, et là, je suis parti de la boîte, et j'ai réalisé qu'en fait, je ne pouvais vraiment plus avoir de patron, quoi. J'avais vécu 10 ans de ma vie professionnelle, des débuts de ma vie professionnelle avec à chaque fois des patrons, et je me suis dit finalement, ce qui me gêne à chaque fois, c'est d'avoir un patron. Donc il faut que je sois mon propre patron. Je me suis penché sur qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai eu 3 idées à l'époque. Donc là, on est en 2008-2009. En 2008. On est en 2008, c'est le printemps 2008. Je pars sur 3 idées. La première, je me dis, je vais monter un business de crème glacée, mais très original, avec des recettes qui vont sur du salé, avec un concept de fabrication. T'es un gourmand, c'est ça? Je suis un malade de ça. Et je rencontre un type qui s'appelle Gérard Thorin, le hasard, les heureux hasards. Gérard Thorin, il est meilleur ouvrier de France en crème glacée. Il a gagné la Coupe du Monde de crème glacée en Italie à la barbe des Italiens. Et à l'époque où je le rencontre, il dirige la formation de crème glacée chez Le Nôtre. Et donc, je suis sa formation et il m'explique concrètement comment on fabrique des crèmes glacées. Là, c'est une formation qui dure combien de temps? Une semaine. En une semaine, j'apprends à faire des desserts fabuleux. C'est rapide, mais c'est assez intense. Et je sympathise avec le gars, je lui propose une association et je lui dis, voilà, on va monter des boutiques, c'est très innovant. En fait, il y a un truc que j'avais découvert sur les crèmes glacées, c'est que dans le process de fabrication, normalement, tu sors ta crème glacée et puis tu la passes dans de l'hypercongélation à moins 20, moins 25. Et puis après, tu vas la stocker dans ton congélateur entre moins 6 et moins 8. Et tu peux conserver ta crème glacée pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans sans problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand elle sort de la turbine, avant de passer en hypercongélation, le goût est sublime. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux manger dans le commerce. Et donc, mon idée, c'était, on monte des boutiques avec la turbine dans chacune des boutiques. Et donc, tu fais sur place, tu fais du frais. En fait, tu fais des crèmes glacées fraîches. Voilà. Et ça n'existe toujours pas. Mais c'était une idée que je ferai peut-être dans une prochaine vie. Elle n'a pas pu se faire. Elle ne s'est pas faite parce que je n'ai pas trouvé le bon business model à l'époque. Je veux faire ça sur Paris. Tu voulais prendre un droit au bail, ça coûtait un bras et je n'avais pas trouvé le bon modèle économique. Tu voulais concurrencer Bertillon, quoi. Exactement. Ma deuxième idée, c'était des crèches d'entreprise. Bon, j'avais trouvé là aussi une jeune femme avec qui m'associer, mais je me suis rendu compte que la législation était un peu compliquée. Et puis la troisième idée, c'était les lunettes sur Internet. Alors comment elle est venue cette idée? C'est que... Et là, c'est sûr, la législation est simple. Ah non, la législation, elle n'est pas simple du tout. Mais l'idée, en fait, elle est partie un jour d'une rencontre avec Fabien Monsalier, qui était mon ancien client à La Poste, qui entre-temps était devenu le directeur de la stratégie du groupe La Poste, et qui, un jour, dans une conversation, me dit « Tu sais, c'est marrant, nous, dans nos clients, dans l'activité colis du groupe La Poste, on a toutes sortes de clients, tous les secteurs d'activité. On n'a pas les opticiens, on ne transporte pas de lunettes. » Et là, j'ai réfléchi à ça, je suis rentré chez moi, je me dis « Mais attends, mais c'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on ne transporte pas de lunettes? Mais pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas des lunettes à distance ?» Je vais chez moi, je regarde sur Google et je me rends compte qu'en France, rien n'existe, qu'en Europe, très peu d'acteurs existent, mais qu'aux États-Unis, ça existe déjà. Il y a déjà des vendeurs de lunettes par Internet. Je réfléchis au sujet, je me dis ce truc-là, c'est génial. Et donc, je vais creuser.
Et j'avais mes 3 projets en parallèle, les crèmes glacées, les crèches et les lunettes. Et moi, j'aimais bien échanger avec tous les gens que je rencontrais et je leur évoquais mes 3 sujets. Et à chaque fois, très souvent, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah non, mais ton idée de lunettes, là, c'est génial, il faudrait que tu le fasses. » Bon, quand on a 10, 15, 20 personnes qui te disent ça, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber les crèmes glacées et les crèches et je me suis lancé dans les lunettes. J'ai fait ça avec Fabien Monsalier, on a démarré tous les deux. Alors, ça veut dire quoi ? On a fait ça tous les deux, on a démarré tous les deux. Là, on rentre dans le dur du sujet de cette interview, qui est vraiment donc, le sujet Happy View. L'idée dans les Digital Doers, c'est vraiment de raconter comment tu as fait et comment... voilà. Donc là, on commence cette aventure. Belle introduction. Avec ton associé, comment tu fais ? Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de cerveau, vous avez besoin de locaux. On est en décembre 2008. On commence à bosser vraiment sur cette idée depuis plusieurs jours. Donc lui, il part de son boulot ? Non, pas du tout. On réfléchit à un nom, on finit par trouver Happy View. Toute la difficulté, évidemment, c'est de trouver un nom qui soit disponible à l'INPI et en nom de domaine. Voilà, ça a été ma première dépense. J'ai fait le dépôt de chez moi. Il n'y a même pas de société, évidemment, qui existait. On commence à chercher des fournisseurs et donc on se paye un billet d'avion pour aller à Milan parce que Milan, c'est la place mondiale des fournisseurs de lunettes. Et avant ça, on commence à regarder la législation et je comprends très très vite qu'en fait, il y a une sorte de flou. C'est-à-dire que rien n'interdit dans la loi de vendre des lunettes à distance, mais dans tous les questionnements que j'ai pu avoir et les interviews que j'ai fait moi-même avec des opticiens, des gens du secteur, à chaque fois j'ai eu la même réaction. Les opticiens, par défense, me disaient « Ah non, c'est interdit, t'as pas le droit, c'est pas possible. » Il y a une législation qui date de 1895 qui interdit le porte-à-porte. Tu peux pas vendre de lunettes en porte-à-porte. Je leur disais « Mais attendez, 1895, on est au XXe siècle, là, c'est au XXIe siècle. » Puis c'est le monde du digital. Cette loi n'avait pas été prévue pour de la vente à distance. Ça n'a rien à voir. Puis c'est pas de la vente en porte-à-porte. Là, c'est le consommateur qui va tout seul aller sur un site internet. Donc, en c'est fait, pas moi qui rentre chez lui. Tu sens en fait un frein au changement ouais. fort de la part des acteurs traditionnels, des opticiens qui ont pignon sur rue et quand tu échanges avec eux et que tu leur parles de vente à distance, ils disent c'est interdit avec... est-ce que c'est... une contrainte intellectuelle à laquelle il s'accroche ou est-ce que c'est une réalité ? Tu découvres que c'est... Bon, en fait, c'est pas une réalité. Il n'y a pas une loi qui t'interdit de le faire. Tu as un cadre législatif qui t'autorise à vendre à distance. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il n'y a pas de loi française. Aucun texte clair qui dit explicitement « oui, tu peux vendre à distance ». Ce qui est normal. On est en 2008. Le e-commerce, ça existe depuis 10 ans, et donc il n'y a pas ce genre de texte, surtout sur le secteur d'activité lunettes. Je me souviens d'avoir rencontré un opticien au moment où je menais toute mon enquête pour savoir si je lançais ou pas ce business, et l'opticien me raconte, il me dit « Mais moi j'ai eu la même idée que vous, monsieur, en fait, il y a 2 ans, j'ai commencé à lancer un site, et j'étais attaqué par Optique 2000, qui m'a menacé, qui m'a demandé 1 million d'euros d'indemnité, j'ai pris peur, j'ai tout arrêté. » En fait, à peine il a lancé son site, il avait tout arrêté. Et là, je comprends qu'en fait, si je le fais, je vais me retrouver avec un vrai cartel en face de moi, avec des gens, et je le sais parfaitement, ayant bossé chez les opticiens Chris, je sais très bien ce qu'ils gagnent, et c'est un secteur d'activité extrêmement confortable. Donc, quand tu arrives à vendre 20 fois le prix un produit que tu as acheté, voilà, tu n'as pas envie d'avoir... l'emmerdeur qui vient, qui est le nouvel acteur et qui va te casser tout ton système. Donc, avant de démarrer, je commence à rencontrer beaucoup de gens au sein des pouvoirs publics. Et puis, tu sais, c'est le hasard d'un entrepreneur très volontaire qui pousse des portes et pousse des portes et pousse des portes. Je finis par me retrouver un jour dans le cabinet de Roselyne Bachelot, qui à l'époque est ministre de la Santé. C'était sous Sarkozy. Et donc, moi, je lui pose une question très simple. Je lui dis, écoutez, voilà. Attends, mais comment tu arrives dans le cabinet de Roselyne Bachelot ? C'est un contact qui t'en amène un autre, qui t'en amène un autre. Tu étais en one-to-one avec elle Il y avait son cabinet, elle passe une tête, et puis
Je dis voilà, moi j'ai une question simple, j'ai une idée, j'envisage de lancer un business de vente de lunettes sur Internet. En réalité, j'étais déjà quasiment prêt, j'avais plus qu'à appuyer sur le bouton. Je dis voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et spontanément, il me dit mais oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Alors pourquoi ils me répondent ça? C'est que moi je donne le contexte. Le contexte de l'époque en 2008, c'est que tu avais, donc en gros, tu as 40 millions de Français sur les 67 millions de Français qui ont ce qu'on appelle une amétropie, ils ont un défaut visuel, ils ont besoin d'être équipés. Ils ont vu un ophtalmo qui a confirmé qu'ils ont besoin d'être équipés. Mais tu as 3 millions de Français qui disent « Ouh là là, les lunettes, c'est trop cher, je peux pas me payer de lunettes. » Et donc, ils font sans lunettes, avec tous les effets de bord que tu imagines. Des gens qui conduisent un véhicule sans lunettes, des gamins qui vont à l'école et conduisent. Donc en fait, là, tu es en train de me décrire ta promesse. Celle que tu proposes à Roselyne. Et quand je raconte ça, évidemment, au ministère de la Santé, spontanément, ils disent « Mais oui, bien sûr, c'est génial. » Donc ta promesse, c'est de dire je démocratise l'accès aux lunettes. L'accès aux lunettes en baissant les prix et quelque part, je vais offrir à un plus grand nombre ou à un maximum de gens qui en ont besoin des lunettes. Donc c'est comment dire, c'est de salubrité publique. Absolument. C'est c'est comme ça que je me suis positionné. Quand là, tu as un go du ministère, mais ce n'est pas un go officiel. Il n'y a rien de formel. Donc, il n'y a strictement rien de formel. Comment ça s'est concrétisé? Tu repars chez elle avec « Ouais, c'est bon, le ministère de la Santé valide mon Je ne me suis pas contenté du ministère. J'ai été voir des députés, des sénateurs, le cabinet à l'époque de l'Élysée. Je vais voir la direction de la concurrence et des fraudes, la sécurité sociale. Je vais voir tout le monde, tout ce qui peut exister de public et qui concerne de près ou de loin l'activité de santé et l'optique. Et bien fait, puisque je lance le site, c'était le premier lundi de juin 2009. Dès le mardi, dans le Figaro, dans tout un tas de Attends, presse. parce que là, on a fait passer 6 mois. Ouais, juste pour t'exprimer ça, c'est que quand je lance le site, dès le lendemain, il y a des articles qui disent il y a avec des interviews à l'époque de tous les patrons de la distribution optique qui disent c'est du grand n'importe quoi, il faut arrêter ça tout de suite. Voilà, c'est interdit par la loi. Il y en a même un qui a dit Adamovitch, on ne sait même pas si c'est français. Je n'ai pas le temps de répondre. Le mercredi, communiqué officiel du ministère de la Santé qui en gros dit « Messieurs les opticiens, ce que fait HappyView, c'est tout à fait légal, passez votre chemin ». Et ça, pour moi, ça a été une énorme victoire. Ouais, ça, parce qu'en fait, ça leur a coupé l'herbe sous le pied de toutes les attaques. C'est la conclusion de toutes les démarches que tu avais entreprises préalablement au lancement de ton site. Absolument. Ça, c'est hyper important, hyper intéressant. Avant qu'on continue une histoire, on rembobine un tout petit peu. Tu es en décembre 2008. Oui. Tu comprends qu'il y a un cadre législatif et juridique, qu'il y a un cartel de marché. Donc, tu ne vas pas sur quelque chose qui est forcément simple, mais tu veux être un disrupteur. Donc, c'est le bon marché. C'est un peu ton analyse. Tout à fait. Tu as besoin de quoi, en fait, pour te lancer en dehors du cadre légal et juridique? Tu as besoin d'un site? J'ai besoin de fabriquer un site. Je ne connais strictement rien à l'informatique, donc je trouve... alors d'abord, mon associé de l'époque trouve un prestat qui va être une énorme catastrophe, puisqu'en fait, on s'est fait arnaquer par un prestataire. Et ça, c'est très, très donne mal pas terminé. son nom. Mais la bonne nouvelle, c'est que je finis par choper un freelance que je finis par embaucher. Lui, c'est qui? Un garçon qui s'appelle Alexandre. J'ai un trou de mémoire sur son nom qui ne m'en veuille pas, ça va m'en revenir. Et donc, qui me développe le site. Et puis là aussi, heureux hasard... Attends, le site, c'est pas juste un catalogue de lunettes, le site. Non, bien sûr, tu as raison. C'est très compliqué. C'est compliqué puisque moi, je porte des lunettes. Avant de choisir les lunettes que je porte, je les ai essayées. Bien sûr. En fait, comment tu pallies ce problème? Je regarde, alors je connais rien à l'informatique, mais je regarde quand même un peu le marché. Il existe tout un tas de produits qui permettent de développer des sites de e-commerce. En fait, aucun ne me convient. Pourquoi? Parce que vendre une lunette, c'est d'abord associer plusieurs produits, c'est-à-dire tu as une monture, 2 verres, une ordonnance, ce qu'on appelle les demi-écarts pupillaires, c'est la distance entre les 2 yeux, que en face de toi, tu as celui qui va payer,
celui qui va porter la lunette, celui qui va acheter et celui qui est pris en charge. Et ce n'est pas forcément la même personne. Cas typique, c'est madame qui achète une lunette pour son fils mineur. Donc c'est la maman qui fait l'achat, c'est l'enfant qui porte la lunette, mais la carte de sécurité sociale, elle est peut-être au père. Donc tu te retrouves en fait avec une gestion un peu compliquée, et donc il a fallu qu'on fabrique nous-mêmes le site internet. Donc c'est quoi, un configurateur ? Non, parce qu'avant de régler les différentes parties, moi je pense à l'utilisateur. Comment il fait pour choisir une lunette ? Est-ce qu'il y a... Alors là aussi, ce que nous on a rajouté, comment tu fais ça c'était l'expérience utilisateur, comment tu la compenses un par des rapport sujets, à... c'était comment tu fais essayer une monture à distance. Ouais, en fait, c'est ça la question, exactement. Alors, à l'époque, effectivement, on se pose cette question, comment on va faire ? Il y a des solutions qui émergent, notamment Fittingbox. Édouard Marguin, que tu as interviewé il y a quelques jours, a raconté notre échange. Il vient me voir avec une solution qui, à l'époque, coûtait $20 000. Moi, j'avais pas d'argent, quoi. C'était mon argent perso. Je ne pouvais absolument pas payer un prix pareil. Je finis par poster sur coder.com une annonce en expliquant mon cahier des charges. Je trouve un développeur en Israël qui me développe un truc, qui était peut-être pas fantastique, c'était peut-être pas aussi bien que Fittingbox, mais bon, ça a fait l'affaire. Donc, tu as un début de configurateur. Absolument. Tu as un site que ton freelance te développe où tu vas finir par intégrer les différents acteurs impliqués autour de l'achat et du choix de lunettes. Mm-hmm. Dans le e-commerce, il y a une règle qui est celle qu'on peut retourner son achat au bout de 14. On a 14 jours pour se rétracter. Ça s'applique aux lunettes, ça ? Alors, la loi, si tu la lis strictement, la loi Scrivener dit si le produit a été fabriqué sur mesure pour le consommateur, il n'y a pas de délai de rétractation. Et donc, j'aurais pu m'appuyer et m'abriter derrière cet argument. Moi, j'ai dit dès le départ, no way. Tu ne peux pas dire à un consommateur qui fait l'effort de venir acheter un produit chez toi. C'est très engageant, des lunettes. C'est un produit de santé, c'est ta vue, c'est tellement impliquant. Tu ne peux pas lui dire, s'il y a le moindre problème, non, tu garderas tes lunettes et moi, je garderai mon argent. Donc, j'étais, au contraire d'un point de vue marketing, je me suis dit, je vais faire une offre un peu forte en disant, chez nous, c'est 30 jours satisfait ou remboursé. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire ton mari, ta femme t'a dit non, finalement, le bleu, ça ne te va pas, tu aurais dû prendre des montures écailles. C'est pas grave, nous, on la refait gratuitement. Et évidemment, mon objectif, c'était de rassurer le consommateur. En fait, je suis parti sur une activité qui est cette vente de lunettes où ma seule préoccupation, c'était comment je rassure. Et également, comment je crée un parcours d'achat qui soit le plus simple possible. Encore aujourd'hui, quand tu pousses la porte d'un magasin physique, tu as été quelques jours ou quelques semaines avant chez ton médecin ophtalmologue qui t'a dit « t'as changé de vue ou désormais tu vas devoir porter des lunettes », on t'a donné une ordonnance, tu ne comprends rien de ce qui est écrit dessus, tu as juste retenu que oui, t'es myope. Voilà. Bon. Donc tu vas chez l'opticien. Le seul acte en fait que tu fais, ou réellement tu es un acteur en tant que consommateur, c'est le choix de la monture. Le verre, c'est l'opticien qui le choisit pour toi. Il te fait choisir quelques options du type anti-reflet, etc. Anti-écran, bleu. Mais c'est vraiment l'opticien qui fait la vente. Et évidemment, tu connais parfaitement le e-commerce. Sur le e-commerce, c'est l'internaute qui est l'acteur. Et c'est à lui de faire les bons choix, de sélectionner. Donc, premièrement, je me dis, il faut que je fasse un parcours extrêmement simple, en simplifiant et en changeant complètement l'offre traditionnelle d'un magasin. Ça veut dire qu'avant le lancement, tu passes des heures carrées avec ton freelance à définir l'UX du site pour avoir Ça veut dire que donc c'est par itération que tu travailles, c'est ça ? On a fait une offre en monture bien plus réduite que celle d'un magasin physique, une offre en verre qui peut sembler pauvre par rapport à un magasin physique, mais c'était pour que ce soit très simple pour le consommateur. À l'époque, je fais une offre, c'était bronze, argent, or, avec des niveaux d'anti-reflet. C'était vraiment basique de chez basique. On passe beaucoup de temps sur l'UX. Quelques mois après le lancement... Tu as besoin d'un stock ou pas ? Je vais répondre à ta question. Quelques mois après, je l'ai fait à de nombreuses reprises. J'ai mis des gens autour d'une table et moi derrière une glace sans teint
pour leur faire tester mon site, pour simplifier et simplifier et simplifier. Ouais. Et quand mes concurrents ont commencé à émerger, j'ai fait la même chose avec mes concurrents. C'est-à-dire, j'ai analysé tout ce que mes concurrents faisaient en termes de parcours d'achat pour aller chercher le meilleur de ce qu'il pouvait y avoir éventuellement chez mes concurrents. Alors, est-ce que j'avais besoin de stock ? Les verres, tu as zéro stock parce qu'en fait, c'est à la commande, ils sont faits sur mesure. Les montures, il me fallait un peu de stock. Au démarrage, j'ai dû acheter un stock de montures. Ça m'a coûté une partie du capital social de la boîte. Au début, ma boîte, c'était dans le salon. Les cartons... D'ailleurs, le capital social, c'est toi qui mets ton argent à toi Oui. pour lancer la boîte. Le tout début, oui. Tu as un associé ? J'ai un associé qui met le même montant que moi, à peu Donc près. On est à 51,49. C'est ton copain de la Poste ? C'est ça. Et très très vite, en fait, je me dis, on va jamais s'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille chercher de l'argent. Je portais beaucoup d'ambition pour cette boîte et cette idée. C'était ce qui me portait. Donc, avant même de lancer officiellement le site en juin 2010, en juin 2009, je me dis, voilà, il faut qu'on embauche, je connais rien à l'informatique. Le marketing, je connaissais parfaitement le marketing, mais moi, le marketing que je connaissais, c'était du marketing traditionnel. Tous les métiers marketing du e-commerce, je n'y connaissais rien. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse appel à des pros. Donc, je vais avoir besoin d'embaucher, donc j'ai besoin d'argent, donc il faut que j'aille chercher de l'argent. En fin 2008, je vais... Entre fin 2008 et juin 2009, tu es chez toi dans ton salon en train de faire tout ça ? Je suis chez moi dans mon salon, jusqu'à ce que ma femme me mette dehors, parce qu'elle me dit, je commence à en avoir ras-le-bol, des allées et venues, des stagiaires, des premières embauches, et puis des cartons qui étaient tu finis par prendre un local. Donc je finis par prendre un local, à côté de l'école de mon fils aîné qui rentrait au collège, donc c'est très pratique. C'est un tout petit local où je me dis je vais pouvoir tenir je signe un 369 et donc je me dis je vais tenir les 3 ans sans problème. En fait, au bout d'un an, on était déjà 7 ou 8, donc en fait, on rentrait plus dans le local. Voilà, il a fallu que je résilie le bail, enfin que je trouve un repreneur, c'était un peu compliqué, mais donc ça, voilà, tu trouves la première traction avec le lancement du site en juin 2009. Lancement qui est, si je lis bien entre les lignes, qui est aidé par le fait que la presse parle de toi parce que tu viens un petit peu comme une boule dans un jeu de quilles. Je suis l'ovni du secteur. Voilà, donc ça fait réagir les acteurs historiques de la place en place sur ce marché-là. Donc la presse en parle, donc ça te fait de la promo. Donc exact. C'est comme ça que tu trouves la première traction. En parallèle, si je comprends bien aussi, tu as besoin de financement. Oui. Et ce financement, comment tu le trouves ? Dès décembre, en fait, je commence à faire la tournée des fonds d'investissement. On sortait quelques semaines avant, il y avait eu la crise des subprimes. C'est ça, c'est-à-dire t'es pas dans la meilleure période. période. Tous les fonds qui avaient de l'argent regardaient le marché avec beaucoup d'attention et c'était une période en fait où ils ne voulaient pas investir. Et donc, tous les fonds me disent gentiment, revenez nous voir quand vous ferez 1 million d'euros. Bon, moi je ne pouvais pas attendre. Le hasard, là encore, des rencontres. Mon associé avait fait un deal avec Price Minister. On va rencontrer Olivier Mathiot. Il est intéressé par le sujet. Il va être le premier à mettre de l'argent dans la boîte. Et puis, moi, je vais commencer à prendre mon bâton et puis aller démarcher tout un tas de particuliers parce que je me dis, les fonds, ça va être mort. Là, on est fin 2008, début 2009. Donc, je commence à contacter des particuliers. Puis, c'est toujours pareil. Tu en as un qui t'en amène un autre. J'ai eu des rencontres extraordinaires. À chaque fois que je pitchais dans un café auprès de gens qui avaient un peu d'argent, ça se terminait souvent comme ça. La personne me disait, mais votre truc là, c'est bien. Je vais en parler à quelques copains. Si j'investis, vous permettez qu'on investisse à plusieurs ? Et donc, j'ai eu des grappes comme ça de gens qui sont venus. Alors, des gens qui avaient monté... bien sûr, Price Minister, ceux qui avaient monté Se Loger. C'est qui chez Se Loger ? C'est chez Se Loger, tu as... excuse-moi, les noms vont me revenir. Alors, ce n'est pas les deux dirigeants, Amal, Amar.
et son associé, c'est le directeur financier avec le patron de l'informatique et le patron, donc c'est Gilles Blanchard qui était le patron de l'informatique, qui est un des associés de la boîte, et Jean-Philippe Chevalier qui était le patron des opérations, qui était également un des associés de la boîte. D'accord. Donc tu lèves combien finalement Je lève 1 million d'euros. Je l'élève en fait sur des slides, puisque tout ça, il n'y a encore rien de concret. Il n'y avait rien. Alors, ils ont mis concrètement l'argent en septembre, parce que le temps qu'on fasse la paperasse, et on avait lancé le site en juin, mais en fait, j'avais les accords de tout le monde avant même qu'on lance le site. Donc, on se retrouve avec 1 million d'euros, je peux commencer à embaucher. Sur l'informatique, je commence à avoir des sueurs froides en me disant, mais attends, mais si jamais mon super développeur, un jour il est malade, il y a quoi que ce soit, il part, comment je fais? Donc je me dis, il faut que j'en embauche un deuxième. Voilà. Sur le marketing, je commence à embaucher des gens qui connaissaient. Et ça, c'est avant juin? Non, ça s'est fait à partir de entre juin et septembre, je commence à faire. Et là, tu commences à investir dans ce qu'on appelle le recrutement, c'est-à-dire des campagnes d'acquisition pour aller chercher des clients. Les clients. Alors, moi, j'avais très très peu de moyens. Même le 1 million d'euros, je l'ai touché qu'en septembre 2009. À partir de juin, il faut quand même alimenter la machine. Je m'étais fixé une échéance. Je m'étais dit, bon, si jamais à telle date, je ne sais plus, ça devait être à fin août, je n'ai pas X clients, X chiffre d'affaires, j'arrête tout, je passe à autre chose. C'est-à-dire que j'avais considéré que s'il n'y avait pas suffisamment de traction, c'est que je m'étais trompé d'idée et qu'il fallait arrêter. L'attraction, attends, avant que tu ailles plus loin, ton business model, c'est en fait de prendre des marges moins grosses par rapport à un opticien traditionnel et du coup attirer à toi un plus grand nombre donc de clients, des marges plus faibles mais toujours confortables, enfin je veux dire, qui te permettent de vivre, tu n'es pas dans du low cost, et du coup plus de personnes parce que à des produits plus accessibles. Donc le volume est clé. C'est clé. Bien sûr. Donc tu as bénéficié d'une forme de notoriété médiatique avec le lancement parce que tu viens perturber un marché qui était stable, enfin je veux dire sans mouvement, et tu arrives là-dedans. Donc tu as déjà les premiers clients, j'imagine. Je crois que le premier, on lance début juin, je crois que le premier client arrive au bout de 2 semaines. Là tout d'un coup tu sais, tu dis, tu regardes toute l'équipe, tu dis mais c'est qui ce gars? On le connaît, c'est un copain vous? Ah non, c'est un vrai client, personne ne le connaît, donc voilà, c'est là tu es tout content. Tu en as un deuxième, un troisième, un quatrième, mais avec 10 ans de recul, je suis ravi d'avoir fait Happy View. Ça a été une aventure humaine extraordinaire. J'ai énormément appris, je me suis énormément enrichi humainement. Maintenant, est-ce que le marché de la vente de lunettes correctrices a décollé en France sur Internet? Non. C'est-à-dire que tout le marché, et après moi, il y a d'autres qui sont arrivés. Direct Optique avait démarré depuis la Corée, puis ils sont arrivés en France. T'as Marc Simoncini qui a fait SNC. Là, tu arrives à une conclusion, à la conclusion du marché. Mais avant que tu en arrives là, il s'est passé quand même 10 ans. Tu as lancé ton site. Tu as eu, dans cette phase de lancement, des questions réglementaires, parce qu'il y a des remboursements de mutuelles, de sécu. Enfin, bon, c'est pas simple. Un marché que tu disruptes parce que personne n'était venu regarder comment tout ça fonctionnait et voir comment on pouvait faire. Toi, tu es le premier à le faire. Tu as quand même une phase de croissance. Alors, la phase de croissance, on a fait principalement 2 choses quand on a démarré pour trouver des clients. Des RP, parce que les RP, ça coûte pas très cher. J'ai fait ça avec Estelle Monres, que je salue ici, qui a été mon attaché de presse pendant des années. Et on a fait un travail de fond auprès des médias, et ce qui m'a permis de passer dans les journaux, à la télé, à la radio. Et ça, bien sûr, tu fais monter la notoriété de ta marque. Et ça coûte pas très cher. La deuxième chose, on a fait un travail de chien sur le référencement naturel pour passer en tête quasiment sur toutes les requêtes au bout de quelques mois. Là, ça, c'est tes moteurs. C'est comme ça que tu recrutes des nouveaux clients. Oui.
ta boîte, elle grossit. Oui. Là, au bout d'un an, il y a déjà une dizaine de personnes. Au bout de d'un 2, an, 3, il ouais. y en a combien au bout de 3 ans Au bout de 3 ans ou 4 ans, on est monté jusqu'à 25 personnes. Ouais. Où en gros, tu avais 3 équipes. Les opticiens qui géraient toute la partie commande, Parce que c'est la service question que client. j'allais te poser dans tes ressources. Est-ce que par intérêt de marché ou par obligation réglementaire, tu dois avoir une licence ou quelque chose qui ressemble à Tu ça dois avoir, à l'époque, tu d'opticien. devais avoir un opticien qui devait être le directeur général de la boîte. Donc j'ai toujours eu officiellement un opticien diplômé, directeur général de la boîte. D'accord. C'était la seule contrainte en gros. D'accord. Donc tes opticiens, parce que je me souviens qu'on a un peu cherché à travailler ensemble il y a quelques années, que tu m'avais expliqué comment ça fonctionnait, ils étaient là aussi dans une mission de conseil. Oui. Pour réassurer, parce que en fait, on peut prononcer le mot, la réassurance était quand même clé dans le Bien sûr. processus d'achat de tes clients, et eux étaient là. Tu vas en parler mieux que moi pour essayer de... Tu as des internautes qui passaient un samedi ou un dimanche sur notre site, mais qui avaient besoin le lundi matin d'appeler un opticien pour se rassurer avant réellement de sortir la carte bancaire, parce que tu as toujours la petite dernière question qui fait que tu n'es pas passé à l'acte d'achat. Et donc oui, tu as besoin d'être rassuré par un opticien. Dans cette phase de croissance qui doit durer, je ne sais pas, 3, 4 ans, Oui. Tu vois, tu construis, tu professionnalises en fait le côté artisanal que tu as dû avoir sur les 12, 18 premiers mois, et commence il faut nécessairement professionnaliser ça. Tu as des outils que tu dois mettre en place. Est-ce que le configurateur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce qui te permet de choisir tes lunettes sur ton site évolue Alors, je te l'ai dit, j'avais fait développer par un développeur en Israël un outil qui était très bien pour le démarrage. Au bout d'un moment, évidemment, j'ai bien senti qu'il fallait passer l'étape du dessus. Et donc, je fais appel à une boîte qui était le concurrent de Fitting Box. J'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Avec qui j'ai travaillé pendant des années. Et qui permettait donc tu fais de faire évoluer ça l'essayage. pour avoir de l'essayage en ligne. Est-ce que tu fais des levées de fonds supplémentaires, ou est-ce que le million que tu as levé une première fois suffit? Au bout de... Donc ça, c'est le septembre 2009, je lève 1 million. Fin 2010, si j'ai bonne mémoire, au début 2011, je fais rentrer Alven Capital avec Nicolas Cellier, qui rajoute 3 millions d'euros. D'accord. Ce qui nous permettra de faire l'acquisition en septembre 2011 du site malanti.com, parce que naturellement les clients nous disaient on est venu acheter des lunettes chez vous mais on ne trouve pas les lentilles, pourquoi? Il y a une cohérence. Donc il fallait évidemment qu'on développe cette activité, et on était encore dans une phase où j'avais une très très grosse pression de la part de mes concurrents distributeurs qui eux-mêmes disaient aux fabricants: tu ne vends pas à HappyView. Et donc les fabricants de lentilles de contact à l'époque, je n'arrivais pas à travailler avec eux, ils me faisaient des refus. Et pourquoi ma lentille y arrivait? Alors ma lentille était juridiquement une société belge basée en Belgique. Et donc, les situations en Belgique étaient différentes. Fondée par Virginie Rouby, que je salue ici. Moi aussi. Qui donc un jour, je fais sa rencontre, on décide d'associer nos forces. Donc je rachète son site, je lui demande évidemment de rester avec moi pour développer toute la partie contactologie, ce qu'elle faisait elle depuis déjà 8 ans ou 10 ans. Elle avait démarré avant moi. Et puis petit à petit, on commence vraiment à bosser ensemble, parce qu'en fait, c'était agréable pour moi d'avoir Virginie qui connaissait très bien le e-commerce et avec qui je pouvais échanger sur tout un tas d'idées, et elle également respectivement. Et donc on a fait un vrai couple professionnel pour développer à la fois un vrai binôme. mais c'est vrai, c'est comme ça que vous étiez connus. On savait, il y avait Marc Virginie. Exactement. Qui vendent des lunettes et des lentilles. L'intégration de ma lentille, elle se fait dans HappyView ou à ces deux sites différents? Alors, comment quand je on rencontre fait Virginie, d'abord elle ne voulait pas vendre. Bon, je finis par la convaincre.
on se met d'accord. Et puis dans les discussions, je lui dis, mais vous savez, à l'époque, je vous voyais, je lui dis, vous savez, si j'achète votre site, moi, ma vision des choses, c'est que il faut qu'il y ait un seul magasin. Les gens poussent la porte d'un magasin, il faut qu'ils trouvent tout dans le point de vente, les lunettes et les lentilles de contact. Donc on va tuer la marque Malentille, qui n'est pas vraiment une marque. Et donc tout ça, ce sera abrité sous HappyView. Elle m'écoute, elle me dit, oui d'accord, ok, très bien, mais je suis prête à la fois vous vendre ma boîte et accepter qu'on tue la marque Malentille. Et puis, on fait l'acquisition, on signe toute la paperasse. Avant de faire quoi que ce soit, on s'est dit, bon, on va quand même aller faire quelques tables rondes. Et en fait, les tables rondes nous mettent une gifle dans la figure, c'est-à-dire que les consommateurs nous disent, mais attendez, nous, porteurs de lentilles, ce qu'on aime, c'est avoir le super expert opticien. Et Malentille est perçu comme le super expert opticien, alors que HappyView, oui, on le connaît pour les lunettes, mais il n'a pas de légitimité sur les lentilles de contact. D'accord. Donc on comprend qu'en fait, il faut conserver les deux marques. Alors ce qui est une vraie contrainte, parce que ça veut dire que tu dépenses deux budgets pour deux marques. Sûr. Il y a moins de mutualisation, voilà. C'est moins facile. Exactement. Le temps passe. Vous faites encore une levée ou pas ? Non. On va se rapprocher d'M6 avec une session auprès d'M6. Pourquoi ? Parce que mon rêve, c'était... j'avais testé tout ce qui était possible de tester en marketing digital avec le réflexe qui est je mets 1 euro, je mesure, ça marche, je continue ou j'arrête. J'avais commencé à tester la presse papier, je voulais faire de la télé. Et voilà, je me suis rapproché d'M6 pour faire de la télé et on a fait des spots avec HappyView et Malentille. M6, tu revends à M6 ? En fait, je vais voir M6 en leur disant venez prendre 15% de la boîte et trouvons un deal malin pour que je puisse faire de la pub, parce que je n'ai pas d'argent pour faire de la pub, même pas pour payer un spot. C'est quelle entité d'M6 ? Je vais voir à l'époque le patron de la strate d'M6. Et puis, tu te souviens de son nom ? Oui, c'est pas ma journée, ça va me revenir. Et en fait, il me demande de revenir. Le deuxième rendez-vous, il y a David Laramendi dans la salle que je ne connais pas, qui à l'époque est le directeur général de Ventadis, qui est le pôle vente à distance et Internet digital du groupe M6, qui commence à me bombarder de questions. Et c'est quoi votre taux de transformation ? Et qu'est-ce que vous faites comme chiffre ? Voilà, je comprends que j'ai en face de moi quelqu'un qui connaît parfaitement la musique du e-commerce. Et la conversation tourne assez court. Ils me disent, écoutez, monsieur Lamouche, en fait, nous, on ne veut pas prendre 15%. Ce qu'on veut, c'est prendre toute la boîte. On veut acheter HappyView et Malentille. Ils m'expliquent leur modèle chez M6, qui est, on achète des boîtes, on les fait grossir avec la pub. Pour nous, la pub, ça ne coûte rien, parce que de toute façon, c'est poche droite, poche gauche. Voilà. Et on fait grossir les boîtes comme ça. Ce qu'on a fait entre 2000... Donc, in fine, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ils prennent tout le capital. Absolument, en 2013. Et toi, tu restes dedans avec Virginie pour développer la boîte. Pour développer la boîte, il y a un contrat de earn-out ou quelque chose comme ça. Bien sûr, il y a un earn-out très classique. Et puis, au bout de 3 ans, ils viennent me voir en me disant, écoute, on est ravis du développement, on t'adore, mais on n'avait pas réalisé qu'en fait, nos clients... traditionnel donc, sur l'activité. Au bout de 3 ans, c'est-à-dire qu'on est en quelle année ? On est en début 2016. Ouais. Début 2016, ils me disent en fait, il faut qu'on te sorte de nos actifs parce que nos clients qui s'appellent Atoll, Afflelou, Optique 2000, Chris, qui font de la pub chez nous sur nos chaînes, nous font comprendre qu'ils ne sont pas très heureux que dans nos actifs, on est HappyView et Malentille. Donc, je fais le tour du marché. Et finalement, je rencontre Frédéric Poux, qui est à l'époque le président du groupe Afflelou, qui souhaite faire une introduction en bourse du groupe Afflelou, qui a besoin de montrer qu'ils sont très bons en digital. Et donc, il se dit, je vais acheter HappyView et Malentille, je vais demander à Virginie et Marc de rester dans la boîte et de me développer, pas seulement HappyView et Malentille, mais de me développer toute l'activité digitale du groupe. Donc c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. En quelle année ? C'est ce qu'on a fait. On a signé en 30 septembre 2016. D'accord. Ok. Aujourd'hui, t'en es sorti. Tu as d'autres activités. Oui. Tu es investi dans beaucoup d'organisations. Enfin, avant que tu m'en parles, je veux déjà te remercier pour tout cet échange, ce parcours entrepreneurial dans un marché qui n'est pas simple, pour ne pas dire compliqué, tout ce qu'il a fallu mettre en place.
Ça a été très clair. Merci, merci Marc. Donc aujourd'hui, avant d'arriver sur le mot de la fin, aujourd'hui, tu investis dans plusieurs types d'organisations, comme par exemple StaffMe ou Side Capital. Tu peux m'en parler rapidement? J'ai été lauréat du réseau Entreprendre en 2009 avec HappyView et j'ai trouvé légitime de rendre l'appareil, et donc j'accompagne dans le cadre du réseau Entreprendre un certain nombre de dirigeants d'entreprises, dont StaffMe, avec Amaury Desverlanges et Jean-Baptiste, qui ont développé une super boîte. Voilà, je les ai accompagnés depuis 2 ans et je le fais pro bono. D'accord. Et Side Capital, c'est... Alors Side Capital, c'est un petit fonds d'investissement qui fait ce qu'on appelle du deal by deal, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent uniquement quand on fait un dossier. Ça a été créé par Renaud Guilherme. On est une petite vingtaine d'associés dans ce fonds. On n'investit que dans des entreprises digitales, peu importe le secteur d'activité, pourvu que ce soit tech et digital. D'accord. Aujourd'hui, vous avez investi dans combien de boîtes à peu près ? 22 ou 23. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Vous êtes combien de partenaires chez Side ? Une vingtaine. Une vingtaine. Très bien. Et Marc, comment on peut te suivre ? Sur Twitter, LinkedIn, c'est quoi tes Twitter, LinkedIn, Facebook, oui. Tout ça, tu es actif sur ces trois... Surtout sur LinkedIn. Surtout sur LinkedIn. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange et la qualité de cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, comme je vous le disais en introduction, de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, et puis à partager ce lien autour de vous. C'est important car c'est comme cela que les gens découvrent les Digital Doers. Merci encore à vous tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Merci, à bientôt.